Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, un gouvernement réduit pour diriger la transition. Le président de la transition Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé ce mardi 23 ministres pour former le nouvel exécutif qui devra mener le pays au retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, nommé facilitateur dans la crise tchadienne. Il a été désigné ce mardi lors du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et ce quelques jours après des manifestations qui ont fait une 50aine de morts. Et la 6e édition du Future Investment Initiative se poursuit à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, y présente les opportunités d'investissement sur le continent au milieu d'affaires des grandes puissances. Mais tout d'abord, les pourparlers se sont poursuivis ce mercredi en Afrique du Sud entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré. Des pourparlers qui ont débuté la veille à Pretoria sous l'égide de l'Union africaine. Ce mercredi, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ancien chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta étaient présents. Pour l'heure, rien n'a filtré de ces échanges qui doivent permettre de trouver une solution pacifique et durable au conflit dans le Tigré. Les rebelles de cette région de l'Éthiopie et l'armée fédérale s'affrontent depuis novembre 2020. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé ce mardi dans la soirée au cours d'une émission télévisée, une intervention dans laquelle il appelle la population à rester unie malgré les difficultés économiques qui perdurent. Le chef de l'État égyptien s'est également engagé à faire de son mieux pour surmonter la conjoncture actuelle. À noter que cette allocution intervient après des appels d'opposants à manifester le 11 novembre prochain. L'Égypte est confrontée à une hausse des prix, notamment du carburant et des produits alimentaires. Le FMI a par ailleurs réduit ses prévisions de croissance pour 2023. 23 ministres, dont 3 militaires pour conduire la transition au Burkina Faso. C'est l'équipe gouvernementale réduite nommée ce mardi par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Un gouvernement dirigé par Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, qui aura pour mission de diriger le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle et le retour à l'ordre constitutionnel prévu en juillet 2024. Corinéon. Au Burkina Faso, la rupture avec l'ère d'Amiba n'est pas totale. 5 ministres du gouvernement dissous le 30 septembre 2022 ont été reconduits à l'occasion de la désignation du nouveau gouvernement intervenu ce 25 octobre, notamment Bassolma Bazié, maintenu au ministère de la fonction publique et du travail, mais élevé au rang de ministre d'État. Olivier Ragna-Newende Rwamba, qui a conduit toutes les négociations avec la CEDEAO sur le chronogramme et le délai de la transition, conserve également son poste au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ces ministres ont été reconduits dans le but et dans l'espoir de faire en sorte que les actions que ces ministres ont déjà entamées dans leur ministère, ces actions soient consolidées et renforcées, notamment dans la réforme de la fonction publique et dans la recherche de partenariats à l'extérieur. Ces partenariats qui doivent être d'ordre militaire, ces partenariats qui doivent être d'ordre économique. L'équipe désignée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela concède 2 postes clés à des militaires. Le ministère de la Défense, occupé par le colonel-major Kassoum Koulibaly, et celui de l'administration territoriale et de la sécurité, qui revient au colonel Boukaré Zungrana. C'est un militaire spécialiste des eaux et forêts qui coiffe le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Face à la recrudescence du terrorisme, les questions sécuritaires occupent une place centrale dans les défis de ce nouveau gouvernement. Et les attentes des populations pour ce gouvernement sont de 2 ordres. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'inflation. Sur le plan de l'insécurité, il faut faire en sorte que le gouvernement puisse récupérer l'intégrité du territoire national ou tout au plus 90% du territoire national. Sur le plan de l'inflation, il faut faire en sorte que le prix du carburant soit baissé et que les prix des produits des denrées alimentaires aussi soient baissés.
Les assises nationales avaient recommandé un gouvernement réduit au plus à 25 ministères pour réduire le train de vie de l'État. Défi relevé pour le Premier ministre qui a constitué une équipe de 23 ministres avec 5 postes attribués à des femmes, à l'instar de Aminata Zerbo Saban qui est à la tête du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale étaient réunis ce mardi en sommet extraordinaire, un sommet consacré au processus de transition politique au Tchad. Il s'agissait surtout de réagir rapidement après le bilan dramatique des manifestations du 20 octobre qui ont fait au moins 50 morts, une situation qui a amené la CEAC à nommer un facilitateur dans la crise tchadienne en la personne du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Roberto Bogbe. Le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a abouti à la désignation du président Félix Tshisekedi comme médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus politique au Tchad. Dans ce pays d'Afrique centrale, une cinquantaine de personnes ont perdu la vie le 20 octobre lors d'affrontements opposant la police à des manifestants opposés au prolongement de 2 ans de la durée de la transition. L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. Les affrontements en N'Djamena ont éclaté après la prolongation pour 2 ans de la transition qui devait s'achever le 20 octobre. Fin septembre 2022, Mahamat Idriss Déby a été maintenu à la tête de l'État jusqu'aux prochaines élections auxquelles il pourrait se présenter. L'Union africaine a condamné la répression des manifestations, appelant les partis au respect des vies humaines et des biens et a utilisé des voies pacifiques pour surmonter la crise. Une solution que la CEAC privilégie. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Que les observateurs annonçaient de possibles sanctions de la CEAC contre le Tchad, l'organisation sous-régionale a privilégié la voie de la négociation et de la résolution pacifique de la crise au Tchad. La CEAC s'est résolue de défendre les intérêts tchadiens auprès de l'Union africaine et des Nations unies pour la conduite de la transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation des élections dans 18 mois. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accusé de trahison et de corruption par son prédécesseur Jacob Zuma, des allégations qui font référence au scandale lié à la propriété de Fala Fala. Le chef de l'État qui s'est fait le chantre de la lutte contre la corruption se trouve aujourd'hui affaibli à 2 mois de la prochaine conférence de l'ANC. Joël Ballot. Dans une déclaration publique le 22 octobre 2022, l'ancien chef d'État sud-africain Jacob Zuma s'est exprimé sur les faits de corruption qui l'ont contraint à la démission en 2018. Dans son adresse, il indexe le gouvernement en place et accuse le président Cyril Ramaphosa de trahison et de corruption pour avoir enfreint la loi sur la prévention du crime organisé en dissimulant un cambriolage survenu en février 2020 dans sa ferme à Fala Fala. Cette accusation vient ternir l'engagement du chef de l'État sud-africain qui a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. I'm assuming that what President Ramaphosa has said about... Je suppose que ce que le président Ramaphosa a dit à propos des nombreux dollars trouvés dans un mobilier dans sa propriété est vrai, qu'il dirige des entreprises privées tout en occupant la haute fonction de président de la République de notre pays qui en soi est inconstitutionnelle. That on its own is unconstitutional. En juin 2022, l'ancien chef des renseignements sud-africains, Arthur Fraser, déposait une plainte contre le président Cyril Ramaphosa pour enlèvement et corruption. La plainte validée, une commission indépendante a été constituée par le Parlement sud-africain pour une enquête approfondie. Les résultats pourraient conduire à un éventuel vote au Parlement pour la destitution du chef de l'État.
Pour sa défense, le président Ramaphosa crie aux manœuvres politiques et déclare que l'argent volé était le produit légitime de la vente de bétail. Those who applaud him for doing so Ceux qui l'applaudissent pour l'avoir fait commettent la transgression la plus effroyable. En tant que président de l'Afrique du Sud, ceci n'est rien d'autre que la corruption qui est incompatible avec la nature de cette fonction et la Constitution en elle-même. with the nature of that office and Concrètement, le président Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir dissimulé à la police et au fisc un cambriolage datant de 2020 au cours duquel 4 millions de dollars en espèces avaient été trouvés cachés dans du mobilier. De plus, il aurait organisé l'enlèvement et l'interrogatoire des suspects avant de les soudoyer pour qu'ils gardent le silence. Direction à présent Riyad en Arabie Saoudite où est organisée la 6e édition du Future Investment Initiative. L'événement surnommé le Davos du désert est l'occasion pour le continent de décliner ses opportunités d'investissement. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, est allé à la rencontre des investisseurs du Golfe. Reportage de Séverin Douqueux, commentaire Nathalie Mo. Le futur de la planète en discussion à Riyad dans le cadre du Future Investment Initiative 2022 ne se fera pas sans l'Afrique. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a présenté le potentiel du continent mardi 25 octobre 2022 face à la communauté mondiale des investisseurs présents à cet événement. Les secteurs aujourd'hui sur lesquels il faut investir et qui sont faciles, c'est d'abord le tourisme, l'hôtellerie. Le tourisme, l'hôtellerie, c'est également l'habitat, le logement. Il y a énormément de besoins de logement. Ce sont les infrastructures payantes. Je pense aux autoroutes payantes, autoroutes à péage. Nous avons fait des projets d'autoroutes à péage qui marchent très bien. C'est également tout ce qui concerne le secteur minier, qui est un secteur naturel en Afrique. C'est le secteur pétrolier et gazier, avec toute la diversification en aval, notamment toute la pétrochimie. Nous parlons de l'accès aux fertilisants, aux engrais. Malgré son potentiel, le continent peine à s'affirmer sur la scène internationale ou encore à sortir de la pauvreté. Le président Macky Sall prône un développement inclusif et appelle à une collaboration et un partenariat juste qui permettrait aux Africains de profiter des richesses dont regorge leur sol et sous-sol, de stimuler la croissance du continent dans son ensemble. J'ai l'habitude de dire que l'Afrique n'est pas pauvre. Du point de vue des ressources humaines déjà, du point de vue des ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz ou presque toutes les minéralisations, le continent regorge de ressources. Mais vous savez, depuis très longtemps, les règles qui ont encore une fois été édictées sur la manière d'exploiter ces ressources font que c'est la portion congrue qui reste sur le continent. Puisque des lois ont été faites, des codes pétroliers, codes miniers, et c'est cela qui continue à gouverner l'exploitation de ces ressources. Le Future Investment Initiative ambitionne d'explorer les enjeux mondiaux et penser les challenges à relever pour impacter l'humanité à travers des solutions résilientes sur 5 domaines dont le développement durable, la santé, l'éducation, l'intelligence artificielle et la robotique. L'arrivée d'un nouvel opérateur de téléphonie mobile au Bénin, Celtis devient le 3e dans le pays depuis le lancement des réformes du secteur en 2016. Le gouvernement attend du nouvel opérateur l'amélioration des offres de services aux populations, alors que subsistent encore de nombreuses zones blanches, zones non couvertes jusqu'ici par les opérateurs privés. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le marché de la téléphonie mobile au Bénin s'enrichit de l'arrivée d'un nouvel opérateur. Celtis Mac de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN hérite de la gestion déléguée de la Société béninoise des infrastructures numériques SBIN, confiée le 21 mai 2021 par le gouvernement au groupe Sonatel, groupe africain d'origine sénégalaise. L'opérateur Celtis arrive sur un marché de la téléphonie mobile dominé par Pastel Bénin, plus connu sous le nom de MTN Bénin, avec 60% des parts de marché, et Etisalat Bénin, Move Africa Bénin, qui détient 40% des parts de marché, d'après les statistiques de l'ACEP Bénin, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Celtis est d'abord une offre globale qui adresse tous les segments de marché,
qui adresse tous les usages. Le nouvel opérateur annonce la couverture de 80% du territoire et compte investir au courant des 5 prochaines années plus de 200 milliards de francs CFA dans le secteur. Selon les données de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, plus de 200 villages sont encore recensés comme zones non couvertes par la téléphonie mobile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour les autorités béninoises, la venue d'un nouvel opérateur vise divers enjeux. Notre opérateur global est là pour permettre de traiter ces 3 enjeux, l'accessibilité, aider pour que tout le monde puisse avoir accès aux services numériques, régler les questions de qualité, mais également par l'innovation, créer, accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique au niveau du pays. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous et non s'inquiéter. Le gouvernement a entrepris des réformes et investissements dans le secteur du numérique depuis 2016. Pour le quinquennat 2021-2026, il est prévu près de 400 milliards de francs CFA d'investissement dans le domaine du numérique. A noter qu'au 31 mars 2022, la pénétration de l'Internet mobile au Bénin est estimée à 68,92%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.